Bienvenue dans ce numéro de Correspondance Afrique. Une Afrique qui se veut prospère ne doit plus dépendre du financement extérieur. Et bien, ce sont ces sujets qui ont enrichi les échanges au cours de la rencontre de l'Union africaine tout récemment. Et nous voulons en parler avec Monsieur Lagrange. Simenon Agnakpe, il est le fondateur et directeur exécutif think tank la RAD OING. Il aura l'occasion de nous définir le sigle de son association. Monsieur Agnakpe, bienvenue à cet entretien. Bonjour monsieur, merci et je vous remercie pour votre invitation à cet entretien. Merci à New World TV. Très bien. Votre organisation, pouvez-vous nous donner une petite définition de cette organisation et dans quoi est-ce que vous êtes exactement? Je vous remercie. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est un think tank, une organisation internationale locale qui travaille sur les questions de recherche, sur les questions de renforcement de capacité et sur les questions de sensibilisation, d'accompagnement technique et multiforme, aussi bien des autorités politico-administratives, des partenaires techniques et financiers, des femmes et des jeunes. Nous sommes axés sur le développement social des peuples africains à travers plusieurs paramètres. Et nous prônons particulièrement la diplomatie participative. Nous prônons et nous travaillons beaucoup dans le cadre de l'adoption par la plupart de nos États de la diplomatie participative qui apporte une grande contribution au processus économique, sociaux, diplomatiques, politiques que nos gouvernants essaient de mettre en place. Alors, votre organisation, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique, a pris part à cette rencontre de l'Union africaine, le Conseil exécutif de l'Union africaine, ainsi que le sommet des chefs d'État qui s'en est suivi. Quels ont été les moments forts de cet événement majeur de l'Union africaine auquel vous avez participé? Nous avons le privilège de collaborer avec le Conseil économique et social de l'Union africaine, également le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc, dans ce cadre, nous avons un certain nombre de rencontres nationales et internationales qui engagent nos États, qui engagent et qui sont axés sur les questions de développement économique, politique et social. C'est dans ce cadre que nous avons été invités à prendre part à un certain nombre de réunions organisées par l'Union africaine, précisément à Malabo la semaine dernière. Et il faut dire que la principale réunion qui s'est tenue, c'était la 7e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Donc, il faut de la rencontre organisée par Conseil économique et social qui regroupait la société civile africaine et au cours de ces rencontres, il faut dire que les questions de paix ont été évoquées, les questions de financement de la société civile africaine ont été évoquées, les questions de santé ont été évoquées. Il faut également dire que dans le cadre du comité exécutif de l'Union africaine qui s'est tenu, il a été également question
de la situation politique, sécuritaire, économique au niveau de notre continent et les principaux points saillants également, sinon les actes forts de ce comité exécutif ont été consacrés par l'élection des deux commissaires dont les postes étaient vacants au sein de l'organisme, au sein de l'Union africaine, à savoir le commissaire en charge de l'éducation, de la technologie et de l'innovation, et également le commissaire en charge du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines. Donc, ces postes ont été pourvus par l'élection, par une élection conformément aux tests qui régissent l'organisation, qui régissent l'Union africaine. Donc, c'est dire que toute l'équipe ou le leadership nécessaire au fonctionnement de l'Union africaine est désormais au complet. Et il faut dire également, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a été également question au cours de cette réunion du comité exécutif, c'est-à-dire cette rencontre des ministres des Affaires étrangères de nos pays, il a été également question de la problématique du financement de l'Union africaine. N'êtes pas sans savoir que la plupart de nos pays ne paient pas régulièrement et ne paient d'autres, sinon la majorité ne paient d'ailleurs pas leur contribution, ce qui crée un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'organisation qui se bat pour trouver les moyens nécessaires à son fonctionnement et à la mise en œuvre des décisions. Il a été également question de problématique de non-ratification. La problématique de non-ratification des traités, des accords auxquels les États, la plupart de nos États sont partis. Des accords qu'ils signent, qu'ils adoptent. Et malheureusement, dans nos pays, ces accords sont rangés dans les tiroirs alors qu'ils doivent subir des processus de ratification. Donc, cela crée également des problèmes au niveau de la mise en œuvre des décisions, au niveau d'un certain nombre d'harmonisation et de mise en œuvre. Donc, il a été également justement de la justement à cet effet. Justement, à cet effet, j'aimerais vous demander quel est le rôle alors du laboratoire de recherche et d'action diplomatique pour la résolution de ces problèmes que vous venez de citer, qui ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres. Vous savez, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est classé parmi les organisations de la société civile. Donc, nous accompagnons nos gouvernants dans la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions, dans l'adoption d'un certain nombre de mécanismes et de lois pour permettre à ce que le développement économique et social, sinon à ce que la prospérité soit effective dans nos pays. Nous accompagnons également les jeunes et les femmes de nos pays dans le cadre non seulement des renforcements des capacités, mais dans le cadre également de la recherche d'emploi pour certains et également dans le cadre de l'appui à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. Ces problèmes que je viens d'énumérer, sur lesquels l'Union africaine, sinon les affaires étrangères, ont planché, il faut dire que ce sont des problèmes d'ordre aussi bien politique, administratif que structurel. Donc, l'apport que notre organisation apporte ou peut apporter, c'est d'attirer l'attention de nos gouvernants sur un certain nombre de ces problèmes-là. Lorsque nous prenons la problématique de ratification, notre organisation a pour rôle d'attirer l'attention de nos gouvernants sur la nécessité de ratifier les accords auxquels ils sont partis, sur la nécessité, au-delà
de ratifier cet accord, de permettre la mise en œuvre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que la ratification peut se faire, mais la mise en œuvre pose problème. Au niveau de la libre circulation des personnes et des biens, qui est quand même une réalité au niveau de l'espace CEDEAO et également de plus en plus au niveau de l'espace CEMAC. Sur cet aspect-là également, nous apportons nos contributions à un certain nombre d'institutions aussi bien étatiques que internationales. Donc, il faut dire que nous n'avons pas la possibilité de faire au-delà de ce qu'il nous est permis de faire. Donc, nous apportons un appui technique. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous débrouillons pour participer à toutes les réunions auxquelles nous sommes invités dans le cadre de notre adhésion, dans le cadre de nos connaissances au niveau de ces organisations, au niveau des conseils et comités sociaux de ces organisations. Parce que lorsque vous recevez de telles invitations, il faut déjà savoir que vous n'êtes pas pris en charge. La participation est à votre charge. Donc, nous faisons déjà le fort, non seulement d'être présents à ces rencontres pour avoir les informations précises, pour avoir connaître l'état des lieux conformément aux réalités que nous connaissons et qui se produisent sur le terrain au niveau des pays où nous sommes présents. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à votre question. Je ne peux pas être trop long. Sinon, nous ne manquons pas de faire ce que nous pouvons, déjà attirer l'attention, sensibiliser et également amener les bénéfices. Est-ce que votre organisation intervient dans la facilitation de la diplomatie entre les États ou les communautés ou vous limitez juste aux actions que vous venez de citer? Vous savez, la diplomatie est d'abord un domaine de souveraineté de l'État. Mais depuis quelques années, la diplomatie participative permet non seulement aux États et aux citoyens de pouvoir véritablement bénéficier Cela permet, la diplomatie participative permet de prendre en considération les réels besoins des populations. Donc, nous travaillons à ce que cette diplomatie participative soit adoptée par nos États, par la plupart de nos États, ce qui n'est souvent pas facile parce que certains États ne serait-ce qu'un pan de leur souveraineté. Mais il faut déjà dire que la plupart de nos États sont ouverts à collaborer avec des organisations crédibles qui leur apportent réellement un plus et qui les aident dans leur processus d'apport contributif aux populations de nos pays. Ok, tout à fait. Revenons maintenant à l'organigramme de la Commission de l'Union africaine. Comment se déroule en général le processus d'accès aux hautes fonctions du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine, puisque vous y avez assisté? Oui, il faut déjà dire que l'accession aux hautes fonctions de la Commission de l'Union africaine revient aux cadres compétents qui ont fait leur preuve et qui bénéficient de l'appui de leur pays. Ce sont les pays membres de l'organisation qui proposent des candidatures. Ils proposent des candidatures, donc des citoyens de leur pays qu'ils estiment compétents. Ils proposent leur candidature et un panel désigné par l'organisation, un panel constitué de hautes personnalités et des personnes requises, des personnes qui détiennent des compétences techniques requises,
évalue, évalue les candidatures, les dossiers de candidature de ceux et celles qui ont bien voulu, qui souhaitent accéder à ces hautes fonctions. Après ce processus d'évaluation de candidature, il y a des entretiens que le panel qui a été mis en place pour désigner ces hautes personnalités, il y a un entretien que les membres de ce panel ont avec les différents candidats. Et c'est suite à ces entretiens que le panel retient un ou un certain nombre de candidats qu'il estime capables d'assumer les hautes fonctions auxquelles les candidats ont postulé et de pouvoir permettre la mise en œuvre effective des objectifs de l'organisation et dans le cas d'espèce, la mise en œuvre effective de l'agenda 2063. Donc, c'est après ce processus qu'il y a ce qu'on appelle l'élection. Et participent à ces élections les pays membres de l'Union africaine au cours d'une réunion qui est organisée. Ça peut être au cours d'un comité exécutif, c'est-à-dire la réunion des ministres des Affaires étrangères, comme ça peut être au cours d'une réunion extraordinaire qui regroupe les représentants, en tout cas, des États. Ça peut être des ministres des Affaires étrangères ou des ambassadeurs. Pensez-vous qu'il y a des risques de favoritisme à l'endroit de certains candidats ou de certains États? Des risques de favoritisme à ce niveau, je crois que non. Je crois que non. Je peux me tromper, mais puisqu'il s'agit d'un processus sélectif rigoureux et qui est géré par un panel constitué de personnalités émanant de plusieurs secteurs différents. Je pense qu'à ce niveau, et les pays également qui ont émis des candidatures suivent le processus à la loupe. Je pense qu'à ce niveau, le processus est transparent. Il peut avoir des influences parce qu'il est permis aux candidats de faire campagne. Donc, il peut avoir un certain nombre, je pourrais qu'il y ait un certain nombre d'influences qui amènent des candidats à désister ou d'autres sortes de situations qui amènent à choisir un candidat qui serait peut-être moins compétitif ou plus compétitif que les autres. Mais toujours est-il que le processus est un processus la plupart du temps transparent où ce niveau pose de responsabilité. Je parlais du processus, le processus qui permet de choisir en toute transparence les représentants de cette institution, de cette organisation. Est-ce que vous pensez, pour avoir vécu, pour avoir été témoin de cette rencontre, est-ce que vous pensez que ce processus a été respecté? Si oui, qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Il faut déjà préciser que nous n'avons pas participé à tout le processus, mais nous avons pu voir l'élection se dérouler. Nous avons pu voir une élection se dérouler et l'élection ne vient consacrer que le processus technique de sélection. Parce qu'il faut dire que le panel qui est souvent mis en place permet d'identifier et de retenir les meilleurs candidats qui ont les compétences requises et qui sont à même de conduire que ce soit les départements ou le leadership de la commission. Donc, nous pouvons, sans férir, nous pouvons quand même dire que à ce niveau, les processus ont certainement été respectés parce qu'il faut également dire que l'Union africaine est quand même une organisation crédible. C'est vrai qu'on peut douter de ci et de ça, mais c'est une organisation crédible qui est bien structurée et qui dispose également d'un certain nombre de tests qui encadrent tous les processus ou toutes les actions qu'elle doit mener. Donc,
il serait difficile de dire que l'Union africaine ne puisse pas ou ne soit pas en mesure de respecter les tests qu'elle se serait donnés. Nous pensons, et puis égard aussi au fait que nous avons quand même des pays qui sont dotés d'une certaine puissance, d'une certaine influence sur le continent et qui observent, nous pensons que ces pays ne permettraient pas que les processus requis en la matière ne soient pas respectés. Vous-même, tout à l'heure, vous aviez fait cas des traités, des ratifications adoptées par les États, mais qui ne sont jamais respectées, et également les cotisations ou les contributions qui ne sont jamais envoyées. Est-ce que vous ne pensez pas que ces facteurs également sont des violations des tests que l'Union africaine elle-même s'est fixée comme règlement ou comme loi? Oui, il faut déjà dire que dans le cas d'espèce, pour les processus de ratification, l'Union africaine ne peut malheureusement faire que le suivi et interpeller les États sur la nécessité de ratifier. Ce sont des processus internes au pays. Donc, l'Union africaine n'a pas la capacité d'interférer au niveau des pays, d'influencer pour que les pays ratifient. Au niveau des questions de financement, donc il faut déjà comprendre que ce sont les pays en fait qui commettent l'imprudence de ne pas aller au bout des processus qu'ils acceptent de mettre en place, des processus auxquels ils ont donné leur accord pour adoption au sein de leur pays et pour que cela leur soit appliqué. Donc, ce sont nos pays qu'il faut interpeller et ce sont nos cadres également, ce sont les cadres de nos pays qui participent à ces processus et qui dirigent les services ou les directions en charge des questions juridiques et en charge des questions d'organisation internationale qui doivent pouvoir attirer l'attention des autorités politiques, des autorités législatives, parce que la plupart du temps, il appartient au Parlement de ratifier. Donc, il y a, à mon humble avis, un manque de suivi criard de finalisation des accords auxquels nous sommes partis par processus de ratification, parce qu'il me serait difficile de dire que l'Assemblée nationale du pays pourrait ratifier un accord, un instrument, et que les autorités politiques ou administratives au plus haut niveau n'aient pas fait ce qu'il aurait fallu. Donc, il appartient également d'attirer l'attention des cadres, des cadres qui sont en charge du suivi de ces processus-là. Et bon, éventuellement dire aussi que les responsables à un certain niveau doivent également peut-être mettre en place des mécanismes annuels, semestriels, pour faire le point avec les responsables législatifs, que ce soit des services juridiques ou administratifs, des assemblées nationales, pour pouvoir ne pas avoir des tests que l'on met 2, 3, 4, 5, des fois 10 ans, et au-delà même 15 ans à ratifier. Voilà un peu ce que je peux me permettre de répondre. Par rapport à la question du financement également, il faut admettre, il faut reconnaître que nos États subissent un certain nombre de situations, que ce soit des crises, que ce soit des inflations, que ce soit des situations économiques qui font en sorte qu'ils ont déjà du mal à mobiliser des financements, à mobiliser déjà des ressources en interne, c'est-à-dire des impositions qui permettent à nos pays de pouvoir avoir des ressources et de pouvoir également exporter. Donc, il y a un certain nombre de situations qui amènent depuis un certain nombre d'années nos États à se retrouver
en situation financière et économique difficile. Donc, ce qui les empêche de pouvoir payer leurs contributions. Mais lorsque ces situations se produisent, nous pensons qu'il appartient à l'État de mettre en place aussi des mécanismes pour rembourser ou pour payer plus tard lorsque les choses s'améliorent, ces contributions-là, ou carrément prendre dans le cadre des lois des finances des mesures exceptionnelles et particulières pour pouvoir ne pas manquer de payer les contributions. Au-delà des contributions, vous savez, il y a le service de la dette, il y a ce qu'on appelle le service de la dette un peu plus vite, qui s'il vous revient plaît. Nous très sommes cher à talonnés nos par le pays temps. et qui crée également des problèmes. Donc, ce sont oui, je disais que ce sont des situations nous interpellent tous, hein, que nous soyons économistes, que nous soyons, quel que soit notre bord, il nous appartient de réfléchir et de faire des propositions à nos gouvernants, à nos autorités politiques ou administratives, des propositions techniques concrètes pour améliorer. Il y a récemment des rumeurs qui stipulaient que l'Union africaine ou le siège de l'Union africaine serait espionné par des micro-espions par de grandes puissances. Est-ce que vous, en tant que directeur exécutif d'une organisation de la société civile, est-ce que vous pouvez confirmer ces rumeurs? Écoutez, nous n'avons pas vu des documents officiels de l'Union africaine disant que il y a eu cette situation, mais effectivement, nous avons circulé sur la toile, comme tout le monde, que certaines puissances pourraient agir ainsi. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Union africaine, le siège de l'Union africaine a été offert à notre organisation par un pays qu'il faut citer, que tout le monde connaît, la Chine. Donc, nous ne saurons, nous, ici, affirmer qu'il y a eu pareille situation, mais toujours est-il que la problématique de la souveraineté aujourd'hui devient de plus en plus cruciale et interpelle les uns et les autres. Et nous pensons que aussi bien les leaders de notre organisation panafricaine que nos autorités politiques ou administratives sont conscientes de cette réalité-là et travaillent certainement à ce que les situations... Monsieur Simenou, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais j'aimerais quand même revenir sur votre organisation, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. S'il faut faire une conclusion sur votre participation à cette rencontre à Malabo, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Ben, il faut déjà saluer la tenue de cette rencontre parce qu'il n'est pas facile d'organiser une rencontre de haut niveau. Donc, c'est toujours bien que nos gouvernants puissent se retrouver autour d'une table et échanger sur les problématiques du continent, sur les problématiques de la jeunesse, sur les problématiques des femmes, sur les problématiques de financement. Donc, comme je vous le disais, il y a pas mal de points qui ont été abordés. Il y a la problématique de l'intégration qui a été abordée, la mise en œuvre de la SLECA qui a été abordée et également la qualité des relations de travail, non seulement de travail et de collaboration entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et également les États membres ont été abordés. La société civile, un espace a été donné à la société civile africaine qu'elle puisse également s'exprimer, faire des propositions concrètes. Donc, nous ne
ne pouvons que saluer et féliciter l'équipe dirigeante de la Commission de l'Union africaine, tous ceux et celles qui ont travaillé au succès de cette travaux, ainsi que le pays hôte, et espérer que les décisions qui ont été prises puissent être véritablement mise en œuvre. C'est l'autre. Alors, Simenon, Lagrange Simenon à Niampé, je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur exécutif de think tank, la RAD OING, que je définis le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci également à vos téléspectateurs. Eh bien, c'est la fin de cet entretien avec le directeur exécutif de la RAD OING. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à notre chaîne. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.